Test, 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 test. One, two, one, two. Ok. Bonjour, j'espère que la pause a été ressourçante. Bon retour de pause. Je voulais juste préciser deux, trois petites choses avant qu'on reparte. Tout d'abord, tous les outils qu'on vous présente ici sont disponibles sur notre site êtesbiendanstatête.ca. Je sais qu'on a eu des questions là-dessus. Puis à la fin de l'événement, on vous renverra un courriel de toute façon avec toutes les informations qu'il faut. Et puis pour la suite du programme, je voulais juste préciser l'horaire. On va avoir une conférence pour les milieux de travail, repenser le rythme au travail, un bénéfice, avec nos amis de Chaudière-Appalaches. Et puis ensuite, une conférence adulte, la performance stimulant ou oppressant, par Monique, ici présente. Et enfin, on va avoir une conférence aînée pour Comme aînée, je prends du temps pour, avec Alexandra et Suzanne qui sont ici également. En attendant, je vais inviter nos groupes membres qui sont sur place, ici présentes, à me rejoindre sur scène. On a Carole de SMQ Côte-Nord et Emmanuel de PCSM. Bonjour les filles, c'est votre coucou un petit peu sur place. Bon, c'est juste, voilà, c'est juste pour debout là, c'est ça, c'est une danse. C'est parfait. Alors, bonjour tout le monde. Hey, alors, comment ça va les filles? Ben, oui, ça va bien. Ouais. Moi, je trouvais ça important d'être en présence, hein, vous le savez, tout le monde. Les gens de la Côte-Nord qui sont branchés le savent aussi. Je suis une fille de présence. J'ai fait 800 kilomètres pour m'en venir ici parce que pour moi, voyager, ça me recharge. Donc, ça donne bien, hein? Toi, Emmanuel, c'est quoi tes zones de recharge? Ben, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une pause et c'est ce qui me permet de me recharger. Donc, d'arrêter quand moi je veux. Alors aujourd'hui, je sais qu'en étant avec mes amis, parce que je suis membre du mouvement, comme je viens d'expliquer, ça me fait du bien. Alors, je suis venue me ressourcer et j'arrête ici parce que j'ai dit je ne parle pas aujourd'hui. Ben, moi, je, Merci beaucoup. On va les applaudir. ben, moi, Merci je beaucoup. terminerais peut-être en disant merci à Brigitte Thibault, qui est membre de mon conseil d'administration. Elle a réussi à faire accepter de sa directrice d'école d'être libérée ce matin pour être avec nous. Fait que merci puis à tous les gens qui sont branchés de la Côte-Nord. Je trouve ça génial. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci à tous les gens branchés en ligne d'ailleurs. Et puis, on va partir en Zoom en Gaspésie. On va aller voir notre dernier groupe membre, les nouveaux arrivés, Nouveau Regard Gaspésie, qui vont nous faire un petit coucou en Zoom. C'est certain. Bonjour. Bonjour, on vous entend, on vous voit juste pas encore, ça ne saurait tarder. Juste projeter le zoom si possible. On peut repartir en méditation sinon. Hey! Super, on vous voit. Bonjour les filles, bonjour. Bonjour. Allô, ben, vous nous venez du coup de Gaspésie, c'est ça? Oui, dans le fond, mon nom, c'est Mélanie Arsenault, directrice de l'organisme Nouveau Regard Gaspésie. Moi, c'est Mélanie Goulet, intervenante à l'organisme. Et moi, c'est Joanie Rivière, intervenante jeunesse. Super, et c'est quoi vos zones de recharge à vous? Oui, ben nous, dans le fond, on voulait faire une zone de recharge plus en équipe. Dans le fond, nous, la façon qu'on a trouvée là, qui nous fait du bien, c'est de prendre le temps, même sur nos lieux de travail, de prendre un moment, prendre un café sur le bord de la mer, parce qu'on a un beau décor juste en arrière directement. Donc, prendre le temps d'aller prendre un café, soit à l'extérieur ou à l'intérieur, prendre le temps de créer des liens entre collègues de travail. Et aussi, ce qu'on aime de faire en équipe, c'est d'aller prendre des marches, faire des sentiers pédestres, des activités d'équipe dans le parc de la Gaspésie ou sur notre beau territoire gaspésien. Donc, on couvre 700 kilomètres. Donc, c'est notre mandat à nous là,
d'offrir un soutien aux proches d'une personne présentant un trouble de santé mentale sur tout le territoire gaspésien. Donc, on est présentement à New Richmond à notre siège social, mais sinon, on a aussi un point de service à Gaspé, qui est quand même un bon 3 heures de route d'ici. Donc, on a un très grand territoire. Puis, nous, on aime prendre soin, dans le fond, pour prendre soin de nous en tant qu'intervenant, en tant que directrice aussi, pour mieux prendre soin des employés, puis pour mieux prendre soin aussi des gens qui utilisent nos services. Wow, super, ça fait plein de zones de recharge, tout ça. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous laisse. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bye, merci. C'est le fun, ça, on peut voyager en Zoom. On s'y croirait au bord de la mer aussi. On a également notre groupe membre Centre de suicide Lebel sur Quévillon, excusez, qui nous partagent leur zone de recharge à l'écrit. Alors, j'ai pas mes notes, donc ça va être de mémoire. Mais voilà, elles aiment faire des balades, lire un bon livre, écouter de la musique. Puis elles font des moments de méditation aussi au travail. Donc, c'est le fun. On va passer maintenant à notre conférence travail. Donc, on va aller chez nos amis Chaudière-Appalaches, qui un petit moment d'adaptation Zoom. On va retrouver Marie-Josée pour la conférence travail. Allô tout le monde, on vous voit. Allô tout le monde! Salut la gang du mouvement, salut tout le monde à travers le Québec. Alors, on en profite pour vous faire un petit coucou et vous faire découvrir c'est quoi nos zones de recharge à nous. Alors, moi, je suis une chasseuse. J'aime beaucoup aller à la chasse, avoir un bon livre avec moi dans ma cache. C'est ça qui me permet de me ressourcer. Je cède la parole à ma collègue. Oui, alors moi, je fais de la photographie et j'écris beaucoup. Fait que ça me permet de me ressourcer. Alors moi, mon moyen de me ressourcer, c'est de faire des longues promenades là, avec mon chien en forêt ou en pleine ville. Moi, j'aime bien partir en forêt, trouver un petit coin tranquille, loin des sentiers, me faire un feu, faire une petite chaise en bois, manger sur le feu. Après ça, revenir chez nous sans avoir les mains sales, sentir la fumée pendant 2-3 jours, faire « Ah, c'était le fun, ça! » Merci. Et moi aussi, je suis une chasseuse, mais une chasseuse d'images. Moi, je cours après les oiseaux, puis je garde des images de ces belles rencontres-là que je fais un petit peu partout. En Chaudière-Appalaches, on a des super beaux spots pour trouver des oiseaux. Alors, moi, c'est un petit peu... c'est ma grande zone de recharge que j'aime beaucoup. Merci, les collègues! Hey, on va parler de travail. Je procède. Bon, voilà. Alors, je vais vous demander de partager mon écran et on va pouvoir, voilà, se questionner sur se ressourcer au travail. Est-ce que ça se peut? Moi, j'ai envie de commencer par une question. Êtes-vous dans le jus au travail, vous autres? Je vois des grands oui de la tête. Avez-vous l'impression des fois qu'on est comme des hamsters dans des boules? On court, puis plus on court, moins on va nulle part. Hein? À main levée, là, qui arrive à se ressourcer au travail dans la salle ici? Hé, il y en a! Hey! Qui arrive à se ressourcer à la maison après la journée de travail? Ah, il y en a plus! Hey, c'est bon. Continuez et partagez vos trucs parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. La vie va vite. Hein, on entend souvent ça. Puis quand je parle aux gens autour de moi, je donne souvent des conférences où on va dans des kiosques, puis on jase avec les gens. Puis on demande aux gens comment ça va. Puis souvent, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, souvent, on va me dire « Hey, je suis dans le jus. Hey, je suis stressée, je suis fatiguée, je suis à bout. L'équipe est fatiguée, l'équipe est à genoux. On a plein de projets, les demandes augmentent. On a une pression qui s'accentue de plus en plus. » Mais on vit dans une société où, depuis des décennies, on associe le succès à la croissance, à la performance, à la vitesse. On n'est plus attiré par quelqu'un qui a comme une grande liste de réalisations ou une grande liste de to-do. On valorise ça au détriment des gens qui font « Ah non, moi, je fais mes heures au travail, mais après ça, je m'en vais chez nous, puis la paix. »
On a tendance à valoriser beaucoup la personne qui va emmener large, qui va en faire plus, qui va produire. Et ça, veut pas, même si on essaie de ralentir individuellement, cette vitesse collective qui est promue un peu partout nous entraîne un peu malgré nous, même si on est conscient de l'importance de ralentir. Ça a des effets sur notre santé. La vitesse à laquelle on va. Tantôt, on le disait, il y a un intervenant qui disait qu'on était dans un rythme de travail qui était incompatible avec la santé humaine. On est en train de courir un sprint qui ne s'arrête pas. Au lieu de fonctionner à un rythme de marathon, on est en train d'y aller à fond la caisse puis de vider nos réserves d'énergie. Et ça a des effets sur notre santé. La détresse psychologique, c'est des chiffres récents, là. Toucherait 40 % des gens en emploi. 40 % c'est presque une personne sur deux qui dit ressentir de la détresse. 80 % de la population considère qu'on devrait slacker un peu le pompon, qu'on devrait ralentir, que ça serait meilleur pour notre santé. Les propriétaires de PME, j'inclurais probablement dans la même famille les directions d'organismes communautaires et les 66 % des propriétaires se disent près de l'épuisement. 54 % se préoccupent de leur équilibre travail-vie personnelle. Et je serais curieuse de refaire le sondage aujourd'hui avec les annonces de nos voisins américains sur des tarifs. Il y a peut-être bien des gens que l'équilibre travail-vie personnelle, il va être mis à rude épreuve dans les prochains mois, dans les prochaines années, malheureusement. « 50 % de la population active aux études estime que ralentir pourrait leur nuire. » C'est-à-dire, on voudrait bien ralentir. 80 % de la population dit oui, on devrait ralentir. Mais si on ralentit, on risque de perdre des opportunités. Donc, on ne veut pas ralentir. Donc, on s'impose de continuer. Désolée de vous ramener là, mais la pandémie a eu des effets au niveau de la santé et au niveau de la santé mentale. On le sait tous. Beaucoup de gens ici sont représentants d'organismes en santé mentale. Avec la pandémie est arrivée une nouvelle façon de travailler. Hein? Le télétravail, le travail hybride. Travailler à distance, il y a des gens pour qui c'était magnifique. C'était, tu sais, on se retrouve chez nous, plus besoin de se déplacer, plus pogné dans le trafic, c'est magnifique. Mais avec ce mode de fonctionnement-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a vu un allongement des heures de travail. Les gens travaillaient de plus en plus longtemps. Je vais déjeuner, je commence à 8 heures, je finis de déjeuner à 8 h moins 10. Je n'entreprendrai pas quelque chose. Je vais aller m'installer à mon ordinateur, je vais aller lire mes courriels. Puis, je suis en train de faire quelque chose, puis je sais que j'ai un petit lunch dans le frigidaire, puis midi arrive, ben, je vais attendre un petit peu, je vais finir ce que je suis en train de faire, puis je dînerai après. Ça va prendre 2 minutes de le mettre dans le micro-ondes, je n'ai pas besoin de me déplacer. C'est là, c'est facile. Puis, ben, quand j'ai fini de dîner, si je suis tout seul chez nous, oui, je peux aller prendre une marche, mais peut-être que, bon, on va recommencer. Hein? J'ai plein d'affaires à faire. Fait que, insidieusement, ce rythme-là s'est ajouté à la pression qu'on vivait déjà. C'est pas le bon piton. Notre frontière entre notre vie personnelle et notre vie de travail, elle s'est floutée un peu. Hein? Parce que quand on va sur un lieu de travail, puis qu'on embarque dans notre voiture à la fin de la journée, puis qu'on retourne chez nous, il y a une espèce de transition qui se fait dans notre tête. On passe du mode employé au mode conjoint, conjointe, parent. Bon. On décante tout ça, on laisse tranquillement les préoccupations de la journée. On s'entend que quand on passe du bureau à la cuisine, le temps de décantation n'est pas le même. Donc, on reste dans cette énergie-là encore plus longtemps, puis la frontière, elle se floute entre nos deux vies. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'infobésité. Tu sais, la technologie, elle a été inventée pour nous aider. À la base, hein, les courriels, c'était pour
rendre les communications plus rapides, plus efficaces, pour qu'on soit capable de communiquer d'un bout à l'autre de la planète en un claquement de doigts. Ce qu'on n'avait pas prévu au moment d'inventer les courriels, c'est à quel point, au lieu d'avoir une discussion, 2 discussions, 3 discussions par jour au téléphone, on pouvait avoir comme 75 courriels par heure. Donc, l'infobésité, c'est qu'on est bombardé d'informations, plus que notre cerveau est même capable d'en gérer. On en reçoit de partout, dans les réseaux sociaux, dans les chaînes d'information en continu, par les courriels, par les textos, par les messengers, par les Zooms de ce monde. L'information rentre de partout. Ce qui crée cette infobésité-là est une hyperconnectivité. On a beaucoup, je pense que tout le monde ici, à main levée, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas de cellulaire aujourd'hui? Il n'y a pas de main pour les gens à la maison. On a ça dans nos poches et on fonctionne avec le cellulaire, on est attaché, on a accès à cette information-là, on peut être rejoint en tout temps, on se met une pression quand ça sonne de répondre. Hein? Puis si on envoie un message à quelqu'un puis que dans les 40 secondes, la personne ne nous a pas répondu, on pense qu'elle est morte. Donc, on a peut-être à se poser la question et à se dire, on peut-tu respirer par le nez un petit peu plus? Parce que tout ça, évidemment, augmente la surcharge. Toute cette information-là qui arrive, toutes les demandes qu'on reçoit auxquelles on essaie de répondre, ça augmente la surcharge mentale. Et cette surcharge mentale-là, elle est prédictive d'épuisement. Et on en parlait tantôt, tu sais, l'épuisement parental, l'épuisement professionnel. Donc, si on surstimule le cerveau pour qu'on lui demande toujours de travailler de plus en plus, à un moment donné, on va pogner le fond. Il ne veut pas. Donc, l'augmentation de la surcharge peut provoquer le stress. Puis le stress, autant c'est une belle énergie, on a besoin du stress pour vivre dans la vie. C'est l'énergie qui nous permet de nous adapter à toutes les situations qui arrivent. Le problème, c'est quand le stress il s'installe dans notre vie puis qu'il devient chronique. Où là, en 2 épisodes de stress, le corps n'a plus le temps de faire son grand ménage pour évacuer les hormones de stress, faire le ménage puis nous ramener ça tout beau, tout propre. Ce qui arrive quand le stress s'invite et ne nous quitte plus parce qu'on va trop vite, c'est que là, ça devient chronique. Et là, on n'a plus le temps de faire le ménage. Notre énergie est stockée parce qu'on n'a plus le temps de courir pour aller dépenser tout ça. Notre énergie est stockée. Les hormones de stress restent dans le corps et là, on se ramasse avec tout plein de problèmes physiques, psychologiques, sociaux qui découlent de ça, qui peuvent résulter en un épuisement, évidemment, en maladie physique, en dégradation des liens sociaux. Entretenir les liens avec les gens qu'on aime, ça demande du temps. C'est difficile d'être en relation avec quelqu'un si on ne lui accorde pas de temps. Et en n'accordant pas ce temps-là parce qu'on court après notre queue, bien, ça peut créer ça aussi. Puis on va voir un petit peu plus loin, un cerveau pris dans l'urgence, quel effet ça peut avoir aussi sur nos relations dans un contexte de travail. L'augmentation du temps de passer devant les écrans, bien évidemment, hein, on est hyper connecté pour beaucoup, on est beaucoup devant les écrans, on gère nos communications, on gère nos listes d'épicerie, on magasine, parce que là, on n'a pas le temps d'aller au magasin, fait qu'on magasine sur Amazon. Puis on fait livrer ça à la maison. Donc, on passe énormément de temps devant les écrans. Puis en contrepartie, bien, c'est sûr que ce temps-là, on ne le passe pas à activer notre corps, à faire de l'activité physique. Donc, quand on dit qu'on a un rythme qui est incompatible avec la santé humaine, c'est qu'on ne prend plus soin de nous si on ne prend pas de temps pour le faire. J'aime bien cette image-là. Vous savez, quand on roule sur l'autoroute, hein, on est en voiture, on regarde en avant. Il y a un phénomène physique qui fait que plus on va vite, plus notre vision périphérique, elle se rétrécit pour qu'on focus sur la route. Donc, on voit moins les angles morts. Hein? Puis plus on va vite, plus la zone sur laquelle on focus, elle est petite. C'est la même affaire
quand notre cerveau est pris dans l'urgence au travail. La vision périphérique sur la route, c'est ce qui nous permet de voir ce qui s'en vient. C'est ce qui nous permet d'évaluer les dangers potentiels. C'est ce qui nous permet de voir, il y a une voiture qui arrive là-bas, on va se croiser au coin de la rue, je vais faire attention, je vais ralentir. Hein? C'est ce qui nous permet d'analyser notre environnement, puis c'est ce qui nous permet de nous adapter à ce qui s'en vient. Quand on perd cette vision périphérique-là, puis quand on est dans l'urgence, on ne voit pas non plus les problèmes qui peuvent s'en venir. On ne voit pas les solutions qui sont peut-être là, mais sur lesquelles on ne focus pas parce qu'on est occupé à courir par en avant. Un cerveau prisonnier dans l'urgence, c'est un cerveau qui est plus rigide. C'est un cerveau qui est moins patient, qui est plus dans le jugement, qui fait vivre pas mal plus de stress. Heureusement, de plus en plus, on voit dans la société des gens qui lèvent la main et qui disent « Moi, je ne veux pas ça, ce rythme-là ». Et on voit beaucoup chez les jeunes qui disent « Non, moi, je ne veux pas travailler en fou, je veux pouvoir prendre soin de moi, je veux pouvoir avoir du temps avec mes amis, je veux pouvoir prendre des vacances pour voyager. » Et on a tendance à les juger très sévèrement, puis à dire hey, « Les jeunes, ils n'ont-tu pas de cœur? Ils ne veulent rien faire. » Hein? Peut-être c'est eux autres qui ont compris, puis pas nous autres. Je dis ça, je dis rien. Ralentir au travail, ça peut être quelque chose de relativement délicat à aborder. En tout cas, pour l'avoir fait dans une conférence que je donnais à un groupe dans un, voyons, je ne le dirai pas, dans une conférence d'entrepreneuriat, dans un rassemblement d'entrepreneurs. Quand j'ai commencé à parler de l'importance de ralentir au travail, je ne sais pas, les portes se sont ouvertes tranquillement, puis il me semble que le mot « sortie » était plus gros. Avec les yeux qu'il y avait, là, je surveillais par où je pouvais me sauver. Évidemment, on est dans un mode où on est capitaliste, hein? On veut produire pour faire de l'argent, faire plus d'argent, produire plus, faire plus d'argent. On est dans ce beat-là. Ralentir au travail, ça ne veut pas dire avancer à pas de tortue. Ça ne veut pas dire ne plus rien faire. Ça veut juste dire essayer de trouver ensemble des façons d'aménager le rythme pour qu'il soit plus vivable. On peut mettre en place des conditions qui vont diminuer la pression, la surcharge. On a chacun un bocal d'énergie. Hein? Puis c'est le même bocal dans lequel on pige pour notre famille, pour nos amis, pour le social, pour le travail. Et le matin, on ne part pas tout le monde avec le bocal full au bouchon, comme on dit. Donc, ce bocal-là, on peut piger dedans jusqu'à un certain point, mais on risque de tomber sur le fond. Et c'est à ça que sert se ressourcer, c'est à remettre de l'énergie dans notre bocal. OK? Souvent, quand on est quand on a pogné le fond du bocal, les gens vont nous dire « Repose-toi. Repose-toi, ça va faire du bien. » Effectivement, quand on se repose, on arrête de piger dans le bocal. On arrête d'en prendre l'énergie du bocal. Quand on se ressource, on remet de l'énergie dans le bocal. Et c'est possible de le faire au travail. Est-ce qu'on peut moduler le travail en fonction des différentes périodes de vie? Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est utopique de penser que quand on a, par exemple, des employés qui sont des jeunes parents, la charge qu'ils portent est différente de quand on a des enfants adultes qui sont autonomes? Même chose quand on accompagne un parent qui ne va pas bien ou quand on a à gérer nous-mêmes un épisode de maladie physique, par exemple. Il y a des moments dans la vie où la demande énergétique, elle est plus grande. Et comme employeur, on peut trouver des solutions pour aménager le travail autour de ces périodes de vie-là. Y a-t-il une solution magique? Non. Je vous dirais, la première chose à faire, c'est d'ouvrir le dialogue. Si vous êtes dans une période où vous avez besoin d'un petit peu d'aménagement, où vous sentez que vous êtes
C'est jusque-là, dans une situation, ben, d'ouvrir le dialogue avec les collègues, avec les gestionnaires. Et dans beaucoup d'organisations, quand on parle de ça, les gens nous disent « Oui, ben moi, je vivais ça, puis j'en ai parlé avec mes collègues, puis on a trouvé des solutions ensemble pour essayer d'aménager l'horaire, pour me donner une flexibilité, pour temporairement faire un transfert de tâches, pour se donner le temps aussi de prioriser, de réfléchir à qu'est-ce qui est urgent pour vrai, parce que là, tout est urgent, tout presse. Mais j'ai une collègue que j'aime beaucoup dans un autre groupe membre qui dit toujours, si on ne le fait pas, c'est-tu grave ou si c'est plate? Tout est important, on voudrait tout faire. Puis, pour les gens que je vois dans la salle, il y en a que je connais personnellement, puis je sais que dans vos organisations, vous voulez être là pour les gens, vous ne voulez rien laisser tomber, vous voulez donner au maximum. Mais à un moment donné, le pot à énergie, il faut y faire attention. Donc, c'est de se demander comment on peut réaménager tout ça pour qu'il y a toujours des périodes de pointe dans des organisations. Il y a toujours des périodes, tu sais, la préparation d'un événement comme aujourd'hui, évidemment, ça demande un petit boost d'énergie additionnel, mais est-ce qu'on peut faire de ces moments de pointe-là les exceptions dans une organisation et non pas la norme? Est-ce qu'on peut revenir à un petit pas de jogging qui va nous permettre de continuer à aller de l'avant, mais qui ne fera pas qu'on va finir sur les genoux si on reste à vitesse de sprint et qu'on essaie de maintenir ce rythme-là ad vitam aeternam. Repenser le rythme, c'est ça, c'est se permettre de se questionner, c'est se donner du temps, de réfléchir, de prendre du recul, de revoir les tâches, les priorités, les processus. Un cerveau, pour rêver, pour innover, il a besoin de temps. Un cerveau qui est enchaîné dans l'urgence, il est sur l'autoroute en 180, il fonce en avant. Puis c'est pas dans cette énergie-là qu'on peut créer, qu'on peut innover, qu'on peut se déposer et rêver pour un meilleur avenir pour tout le monde. Recharger ses batteries, c'est vital et on peut le faire au travail en faisant notamment la promotion des pauses. Les gens, dans les entreprises privées, beaucoup de gens nous disent « Ouais, mais une pause, c'est du temps pas travaillé. » Oui, mais en bout de ligne, le temps de pause permet au cerveau de sortir de l'urgence et la productivité d'un cerveau qui a pris un break est meilleure après le break qu'avant. Prendre des pauses, ça libère le cerveau de l'urgence, ça réduit le stress, ça rend possible des nouvelles stratégies d'adaptation. Notre cerveau, il a le temps de voir venir, de réagir. Ça favorise l'innovation, l'ouverture aux autres, parce qu'un cerveau pris dans l'urgence a tendance à être ce qu'on appelle tribaliste. C'est-à-dire que moi, si je suis dans l'urgence, je vais rester avec les gens que je connais, avec qui j'ai déjà développé des liens. Ça ne me tentera pas beaucoup de m'ouvrir aux autres, de faire l'effort d'aller créer une nouvelle relation. Mais bébelle, ma cour, je ne te connais pas une autre fois. Donc, cette ouverture-là va permettre de solidifier les relations au travail, d'accueillir des nouvelles ressources, parce qu'un cerveau qui est pris dans l'urgence et qui est dans le jugement et tout, ce n'est pas évident d'accueillir des nouvelles personnes dans une équipe. Alors, c'est beaucoup d'avantages. Les types de pauses, les pauses physiques, c'est les premières qui ont été instaurées, puis même légalement, là, pour éviter que les gens sur les machines, entre autres dans les usines, sur les chaînes de montage, les gens qui faisaient des mouvements répétitifs, tu sais, toujours le même mouvement, on accordait des pauses pour qu'ils puissent étirer un peu la musculature. Mais même quand on travaille devant un écran, juste le fait de se lever, de relaxer, de s'étirer, de papillonner, d'aller prendre une... Je parle papillonner... Pour ceux qui regardent les écrans longtemps, c'est bon de temps en temps de regarder au loin puis de papillonner parce que nos yeux, ils sèchent quand on regarde l'écran. Donc, de prendre du temps pour juste, tu sais, éviter... Ça permet, entre autres, d'éviter des blessures. Donc, petite balade, une petite collation, un petit muffin. On allume les lumières, on ferme les lumières. Je me sens comme Jean-Marc Parent. Les pauses psychiques, c'est les pauses qui vont nous permettre de réduire la charge mentale, donc de mettre notre cerveau en pause, justement. Et enfin,
les pauses sociales, c'est les pauses qui nous permettent de créer des liens avec les gens qui nous entourent. Et pour ceux qui ont vu notre campagne Créer des liens, on sait que créer des liens au travail, c'est un super pouvoir, c'est un facteur de protection hyper important. Mais ça demande du temps pour permettre la création de ces liens-là. Donner aux gens le droit à la déconnexion. Tu sais, la petite notification là, qu'on entend, elle est fatigante. La petite pastille rouge qui s'installe dans le coin d'une application, des fois que ce serait important. Sonia Lupien disait dans un podcast, on prend, quand on entend une notification, en moyenne 0,062 secondes avant d'aller voir. C'est assez rapide, là. À peu près une demi-seconde. Après le ding, notre attention, elle est portée, elle est dirigée vers cette notification-là. Mais quand on est en train de travailler sur quelque chose qui demande notre concentration, notre cerveau, en contrepartie, a besoin de 23 minutes et 15 secondes pour se ramener dans l'état de concentration où il était avant la notification. Fait que quand on travaille sur quelque chose d'important, puis qu'on répond à une notification, qu'on lit un message, qu'on répond à notre chum, à notre blonde qui nous demande de passer à l'épicerie en revenant, tous ces moments-là, on demande à notre cerveau, OK, mets ça en pause, va voir ça, reviens, t'étais où? Refocus, ping! Ça y est, on recommence. 23 minutes, 15 secondes. Et ça, c'est de l'attention fragmentée et cette attention-là, elle épuise notre cerveau. On a vraiment besoin, si on veut faire quelque chose, moi, je vous invite à vous déconnecter, à entrer dans un mode de concentration profond, dans le flow, comme il appelle en anglais, de dire, je mets mes notifications à pause, je travaille là-dessus, et même si je travaille très fort, si je le fais de façon concentrée, même si la tâche, elle est difficile, même si ça me demande beaucoup de concentration, le fait de travailler de façon concentrée, avec une attention qui n'est pas fragmentée, peut être ressourçant. Essayons-le. Enfin, on le disait tantôt, se ressourcer, ça sert de pilier pour toutes les autres astuces, les astuces qui sont des facteurs de protection reconnus pour notre santé mentale. Donc, sans cette énergie-là que le ressourcement nous amène, c'est beaucoup plus difficile d'agir, de ressentir, de s'accepter aussi les uns les autres, de se mettre en action, de découvrir, de faire preuve de curiosité. Si je suis dans le jus, là, c'est pas là que je vais aller essayer de découvrir de nouvelles choses puis d'essayer des nouvelles choses. Souvent, cette énergie-là, on ne l'a pas. On est en mode de survie. Ça permet aussi de développer notre autonomie, notre compétence, de vivre des réussites, de les célébrer et de créer des liens. Moi, je vais vous inviter à découvrir dans le petit guide qui vous a été remis. Son chanson Chaudière-Appalaches, on leur a tout donné, nous. Mais dans le petit guide de travail qui vous a été remis, c'est un bel outil qui a été développé justement pour pouvoir ouvrir le dialogue dans les milieux de travail. Vous allez retrouver des exercices où on peut faire le point sur comment ça se passe dans mon milieu de travail, comment moi je le vis, ce ressourcement-là. On va pouvoir aussi se questionner qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que ralentir au travail, c'est une responsabilité qui est partagée. Moi, comme individu, quand même que j'arrive dans mon milieu de travail puis je fais « Hey gang, moi, je ralentis ». Tout seul, bien difficile à porter, bien ingrat à porter, mais si on décide d'en faire une action collective, un pas à la fois, pas obligé de changer les politiques recto-verso, mais de mettre des petites choses en place, on peut le faire ensemble et il y a quelques exercices là, qui nous permettent dans le guide d'ouvrir ce dialogue-là en équipe avec nos gestionnaires. Et on va indiquer également, puis ça, je trouve ça le fun, qu'est-ce qu'on peut individuellement faire, puis à quoi se ressourcer peut nous aider comme individu, puis qu'est-ce que l'organisation peut faire aussi en complément. Donc, qu'est-ce qu'ensemble on peut mettre en place pour faire un réel changement. J'en suis à la période de questions. Je ne sais pas dans la salle ici si vous avez des questions ou en ligne, on va me les transmettre.
Alors, Houston, nous n'avons pas de questions. Je vais vous retourner la parole au mouvement, à moins qu'il y ait des questions en ligne. Il n'y a pas de questions en ligne. Alors, soit je vous ai tout endormi, ou soit j'étais vraiment clair. C'est un ou c'est l'autre. Dites-moi pas réponse, s'il vous plaît. Fait que, on retourne au mouvement. Allô? On avait des questions en ligne. Ben, Marie-Josée, est-ce que tu es toujours là? On va quand même prendre Oui. une question. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on va prendre une question ici. Ah oui, je t'en prie. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Je voulais juste vous féliciter. Bravo. Il y a des gens qu'on rencontre, qu'on dit on aimerait bien avoir comme amis. Alors, bonne journée. Oh! Ben, merci. C'est tellement, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on m'a déjà fait. Merci. Ça me touche vraiment beaucoup. Il y a une autre question, Marie, pour toi. Ça y est, ça a commencé. C'était l'activité brise-glace. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être mentionné. C'était une belle présentation. Et ma question, c'est, il y a encore beaucoup d'endroits qui n'ont pas encore cette vision-là d'aujourd'hui de prendre du temps de prendre une pause, puis tout ça. Puis comment faire, ou c'est quoi les façons qu'on pourrait faire pour changer cette mentalité-là, puis assurer qu'il y ait des moments de pause, puis assurer d'encourager ça dans tous les endroits de travail? C'est sûr que Est-ce que vous... Oui, bon, je suis désolée. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, on n'a pas une loi qui nous aide à imposer ça dans le milieu de travail. Les milieux de travail, ils sont tenus maintenant de travailler à protéger ou à essayer de minimiser tous les risques psychosociaux. Dans leur milieu de travail, c'est une obligation légale qu'ils ont. Et un des risques psychosociaux, c'est la surcharge de travail. Donc, mais en même temps, on a de la misère parfois à comprendre comment nos bottines et nos babines sont alignées parce que la loi sur la CNESST ne prévoit pas de pause si régulière. En fait, on sait que c'est important, c'est reconnu, c'est démontré par la science les effets bénéfiques de la pause, mais en même temps, dans les milieux de travail à l'heure actuelle, on a 5 heures de travail consécutives obligatoires avant une pause de 30 minutes non rémunérée. Une des choses qu'on peut faire, peut-être socialement, c'est de mettre un peu de pression pour que cette loi-là change, pour qu'on y inclue des petits moments de pause plus réguliers, qu'on reconnaisse l'importance de ça. Une autre chose qu'on peut faire tout simplement si on est employé, c'est de parler à nos collègues, d'ouvrir le dialogue, de se servir du petit guide et de dire hey, j'aimerais ça, avant une réunion d'équipe, qu'on fasse juste remplir le questionnaire puis qu'on regarde où ça nous mène. Un petit questionnaire d'évaluation. Les gens ici en Chaudière-Appalaches, on va avoir l'occasion de travailler avec ça un peu après-midi. Donc, d'essayer de remplir le petit questionnaire qui nous permet de faire le point, qui permet au moins d'ouvrir le dialogue puis de parler à nos gestionnaires pour commencer à voir un petit pas à la fois qu'est-ce qu'on peut faire comme premier changement. Évidemment, ce n'est pas une liste d'épicerie de on veut virer toutes les politiques bout pour bout. On le comprend, mais si on s'engage dans une démarche ensemble, ce serait quoi le premier pas qu'on choisirait? Puis on va voir qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que l'organisation peut faire, qu'est-ce que les gestionnaires peuvent faire ultimement, qu'est-ce que le syndicat peut faire. On peut se questionner sur chacun de ces éléments-là, puis voir ce serait quoi le premier pas qu'on aurait le goût de faire ensemble. Parce que tout le démontre. Je veux dire, si les chiffres ne sont pas assez parlants, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que les gens se rendent compte qu'on s'en va dans le mur puis qu'on y va vraiment vite. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que tout repose dans
le dialogue au départ, d'essayer au moins d'ouvrir cette conversation-là avec les gens qui nous entourent. Est-ce que ça répond à ta question? Non, ouais. On avait d'autres questions, mais on manque un petit peu de temps. Est-ce que ça répond à ta question, ce qui a été présenté? Oui, oui, mais ce qui a été dit, est-ce que ça répond à ta question ou est-ce que c'était quelque chose d'autre? C'était très spécifique. Ben non, mais c'est bon. Poser ta question. Ouais, oui. Oui, allô? Oui. Bon, ben, c'est une grosse question. Je pense qu'il va y avoir une grosse réponse longue. Fait que je suis vraiment pas obligée de répondre, là, mais c'est juste que dans le fond, la phrase là, que vous aviez dit, c'est dans le fond, est-ce que c'est urgent ou est-ce que c'est plate si on le fait pas? Ben là, c'est une grosse question là, sociétale, même, je dirais. En tant qu'infirmière, par exemple, dans une situation comme un milieu urgent, tout est très urgent. Même, on ne peut pas aller vers le plate. Puis des fois, on est poussé à ne pas aller vers le plate. Fait que je veux juste savoir un peu votre impression là-dessus. Effectivement, il y a des milieux où on est victime de cette urgence-là, de par même la nature du travail. Si on ne peut pas changer la nature du travail, qu'est-ce qu'on peut aménager autour, dans l'organisation du travail? Comment on peut peut-être réduire le TSO? Comment on peut redonner un contrôle aux personnes sur une gestion de leur horaire? Parce que c'est beaucoup des horaires qui sont imposés. On ne sait pas nécessairement d'une semaine à l'autre. On ne sait pas quand on arrive, on ne sait pas quand on part. Gérer une famille quand on est infirmière, puis qu'on peut avoir un double, un triple à faire à un moment donné, c'est un peu cauchemardesque. Puis j'aimerais ça vous dire qu'il y a une solution magique, mais je pense que la première étape, c'est vraiment de, s'indigner puis de dire on ne peut pas continuer comme ça. Puis de continuer après ça en disant sur quoi on a du contrôle ensemble. La nature du travail, c'est sûr que si quelqu'un arrive enseignant, tu ne peux pas lui dire je te reviens dans 10 minutes, c'est ma pause. Mais qu'est-ce qu'on peut contrôler dans l'environnement de travail qui permettrait d'offrir des zones de recharge aux travailleurs? Parce que se recharger, ça ne veut pas dire se sauver dans le fin fond du bois puis s'isoler et ne pas répondre à personne. Se recharger, c'est trouver un moment, si petit soit-il, pour faire quelque chose qui nous fait du bien, pour faire quelque chose qui nous permet de redonner un peu d'énergie à notre batterie. Mais en même temps, on ne peut pas vivre dans une société où on se recharge la batterie pour aller la mettre à terre, puis on essaye de la recharger pour aller la mettre à terre. Je veux dire, c'est un non-sens. Il faut aussi essayer de trouver ensemble une façon d'asseoir ce rythme-là un peu pour qu'on recharge nos batteries, on dépense un peu d'énergie, mais on a un petit peu en réserve. On n'est pas toujours en mode de course folle. Voilà. Merci Marie. Dernière question. Il y avait Gerté. Ici, on a une dernière question en salle, si vous nous permettez. Oui, bien sûr. Vas-y. Bonjour Marie-Josée, merci. Moi, je voulais te féliciter, c'est vraiment intéressant. Bien, merci. Et moi, au niveau, là, je pensais au niveau d'agir. Agir, tantôt tu parlais des lois puis tout, mais c'est pas si facile que ça à changer. Mais déjà, s'indigner, faire une lettre qu'on pourrait faire, puis qui pourrait être toute rentrée au niveau comment ça peut faire du bien, prendre des pauses et puis tout. Puis l'adresser au gouvernement. Ça peut être une première action qui peut être faite. Puis moi, je serais prête à la signer, cette lettre-là. Oh! On garde ça en mémoire, les gens du mouvement et nous, sur des moyens concrets de faire entendre notre voix. Puis oui, s'indigner. Il y a beaucoup de changements sociaux qui sont partis d'une indignation, d'une colère, d'une peur, d'une tristesse. Bien, indignons-nous collectivement, puis disons, peut-être, c'est assez. On ralentit, puis on va tranquillement essayer de construire ensemble des moyens pour que le rythme soit un allié et non pas un obstacle. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour, Louis Moubarak de la Commission de la santé mentale du Canada. J'aimerais juste ajouter qu'il existe un projet de loi à Québec, c'est le numéro 799, le droit à la déconnexion. Donc, je vous invite tous à appuyer ce projet de loi à Québec, 799. Le droit à la déconnexion existe en Ontario. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, si vous voulez des meilleures pratiques, vous pouvez aller voir
cette loi en Ontario et je sais que le fédéral travaille là-dessus aussi. Donc, à Québec, c'est un projet de loi qui existe. Il faut l'appuyer. C'est le projet de loi numéro 799. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci Marie-Josée. C'est dans la nature, en équipe. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce qu'on a fait? Ben, je me rappelle, on a développé vraiment tout un volet de ressourcement nature pour les gens conjoints, mais on l'a fait aussi en équipe. Ouais. Puis, tu sais, comme aujourd'hui, on a marché jusqu'au parc, puis on fait notre rencontre à l'extérieur. Bonjour, mon nom est Dominique Bouchard. Je suis directrice générale au Centre Académie à Pointe-à-la-Croix en Gaspésie. Nous sommes une maison d'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, j'aimerais nous souhaiter et vous souhaiter une journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Et pour moi, ma zone de recharge au travail, c'est de jouer des tours à mes collègues. Allez, bonne journée de santé mentale positive. Bonjour, nous sommes l'équipe de Santé mentale Québec Pierre de Sorel. Mon nom est Nathalie Desmarais, je suis la directrice générale. Moi, c'est Jessica, je suis coordonnatrice et intervenante du milieu de vie L'Astuce. Premièrement, on vous souhaite une belle journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Et nous, nos zones de recharge professionnelles au travail, c'est qu'une fois par mois, quand la température le permet, on se fait une réunion d'équipe à l'extérieur du bureau. Et aussi, une fois par semaine, on sort nos tapis puis on fait du yoga sur l'heure du dîner. Donc, bonne journée. Merci. Merci. Pour nous, l'équipe de Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, le rituel du matin est bien important. On se retrouve à chaque début de journée pour jaser autour d'un bon café, puis non, on n'en rate pas une. Comme ça, on entretient nos liens et on se permet un moment d'arrêt général, question d'être bien rechargé avant d'entamer quoi que ce soit. On vous encourage à prendre ce moment de douceur en équipe aussi, c'est simple, accessible et précieux. On ne vous mentira pas que ça nous arrive aussi de manger des bonbons en cachette en fin de journée, mais on aurait aimé être des vôtres, mais ce soir, on chapeaute la conférence Ralentir pour réussir de David Bernard à Rimouski. C'est un rendez-vous. Bon lancement et surtout, bonne journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Bonjour à tous. On vous envoie un petit mot directement du Lac-Saint-Jean. Notre organisme, c'est Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean. Nous, on trouve notre zone de recharge aux abords de notre majestueux Lac-Saint-Jean. Et nous vous souhaitons une bonne journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Bye bye! Bye! Alors, on va passer à notre conférence adulte. On va accueillir Monique
sur scène. Monique Boniewski, présidente du mouvement Santé mentale Québec. Ouais, c'est ça. Ce micro est allumé. Puis j'en profite. Oui, Hop là. pour tourner ça. Oui, on va regarder. Hum. Vous m'entendez bien? Oui? On clique là. Oui. Écoutez, parlant de performance, je vous dirais que prendre la parole après Marie-Josée, c'est tout un défi. J'avais l'impression d'avoir une réflexion qui ressemblait énormément à la sienne. Fait que soyez pas surpris si on se répète. Il paraît que répéter, ça permet d'apprendre mieux. Donc, je vais vous poser une question. Parce qu'on s'est posé la question, hein? Le stress, c'est ce que je vis présentement. La performance, c'est stimulant ou c'est oppressant? Un peu comme le stress, hein, ça peut être stimulant ou ça peut être oppressant. D'ailleurs, dans la performance, il doit y avoir pas mal de stress. Mais tout ça pour vous dire que, regardons, tout ça, finalement, c'est un monologue sur le rire que je vais vous présenter. Quand on parle de performance, quelle est l'image qui vous vient en tête? Oui? Être actif, être bon. OK, je vois faire plus. Des fois, ça peut être maladif. J'ai vu une main ici. Le petit hamster dans sa roue. Moi, je connais quelqu'un qui a un petit hamster des fois à 5 heures du matin puis qui va travailler. On nommera pas de nom. Oui? Vous êtes préparé. Mais c'est intéressant hein, parce qu'on dit stimulant ou oppressant. Puis moi, j'adore la nuance. Fait que je vais commencer par la nuance. Depuis tantôt, on dit que la performance, c'est quelque chose qui peut être difficile, qui fait vivre du stress, qui amène des problèmes d'ordre psychologique qu'on pourrait même diagnostiquer à certains moments, qui va vous amener à vivre, on a dit, des maladies physiques. Hein? Fait que la performance, c'est vraiment pas beau. Est-ce que vous avez d'autres images de performance dans vos têtes? Oui? Un sportif professionnel. Laurent Duvernay-Tardif. Oh, performance. Hein? Football, médecin, fondation. Y a-t-il d'autres choses que j'oublie quand même? C'est pas pire, là. Boulanger, gars, j'en oubliais. Ébéniste, gars, on en Fait que la performance, ça peut être intéressant quand même. Donc, oui, vous aviez la main levée? Ah ah! Fait qu'il y a de la performance plaisir. Oui, je recommence à avoir du plaisir, moi, là. Quand je vous écoute, c'est plus plaisant. D'autres images? Oh! Et des fois, c'est beau. Des fois, c'est beau. Fait que tout ce qu'on a monté avec la performance, il y a quand même un côté, on pourrait dire, positif. Là, je vais essayer mon clicker, c'est toujours un défi. Mettons que je pèse là, je vais vous présenter mon image. Moi, quand je pense performance, je pense F1. Hein? Autour de moi, j'ai quelqu'un qui est un vendu de la F1. Hein? Puis, quand on pense à la F1, on pense à quelque chose de presque idéal. Hein? C'est les meilleurs chauffeurs. C'est pas mal dans les meilleures voitures. C'est les plus belles courses. Sauf que, et là, je reviens comme ma collègue presque, qui était là avant moi, assez grisant, la F1. Puis ceux qui aiment vraiment ça, qui vont en voir sur place, oups, ça a l'air que, moi, je ne suis jamais allée, mais on ne les voit pas passer. Parce qu'ils vont tellement vite qu'on ne les voit pas passer.
On les entend, puis c'est pas toujours agréable. Moi, j'avais un ami qui restait pas loin d'un endroit où il y avait de la course auto, puis qui détestait ça. Fait que c'est pas nécessairement toujours agréable, mais ça reste un symbole de réussite, ça reste un symbole de performance. Et l'autre chose auquel on ne pense pas, c'est que finalement, quand on arrive finalement à la fin, hein, c'est pas mal final, mon affaire, quand on arrive à la fin, sur le podium, il y a une seule personne. Il y a un compétiteur. Il y a certains noms, peut-être que vous les savez. Moi, je les ai appris avec le temps, hein, qui ont fait la manchette, qui sont des conducteurs extraordinaires. Mais il y en a juste un. Et on oublie toute son équipe. Parce que s'il est là, c'est parce que la voiture est bonne. Ceux qui ont créé la voiture, il y a ceux qui sont avec lui pour le pratiquer. Écoutez, il y a une tonne de personnes, mais comme moi présentement, il y en a une seule qui est à l'avant. Il y en a une seule qui a le droit de pitcher le champagne sur les autres. J'aimerais ça faire ça d'ailleurs. S'il y a quelqu'un qui a du champagne, j'en prendrais bien. Mais il y a une seule personne qui a ce rôle-là. Et cette performance-là, on oublie tout ce qu'elle implique. On oublie tout le sacrifice qui vient autour. On oublie ceux, je ne sais pas s'il y en a qui n'écoutent pas vrai la F1. Moi, je l'écoute des fois par goût, des fois par obligation. Et ce que je remarque, c'est que contrairement aux autres voitures, ils sont au ravitaillement souvent. Hein? Comme disait Marie-Josée, ils partent et ce n'est pas des voitures qui roulent tout le temps. C'est des voitures qui arrêtent tout le temps pour pouvoir repartir. Et s'ils ne faisaient pas ça, ils ne seraient jamais capables d'être performants. Fait que le ravitaillement, c'est le minimum, même pour les gens qui aiment la performance, même pour les gens qui sont heureux dans la performance. Parce que je pense qu'on oublie qu'il y a des gens qui sont heureux dans la performance aussi. Et je vous dis, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, je suis de type escargot. J'aime dessiner des escargots. J'aime vivre en escargot. J'aime ça avoir du temps pour changer d'une position à une autre. Hein? Je ne suis pas du tout de cette performance-là. Mais je suis une sprinteuse. Ce qui fait que j'aime les événements comme ceux-là qui me permettent d'être à l'avant et d'être stressée pendant 15 minutes. Puis après ça, ça passe. Un peu comme ces performances qu'on voit avec la F1. Mais on sait que la réalité, pour la plupart des gens, ce n'est pas nécessairement la F1. Je pensais aux parents qui éduquent de plus en plus à leurs enfants pour être le premier sur le podium et puis qui oublient que finalement, c'est toutes les autres autour qui font qu'il y a un premier sur le podium. Je pensais à nous qui nous poussons tout le temps pour réussir tout le temps le mieux possible. Puis même maintenant, la performance, bon, ce n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à soi-même. Il faudrait toujours arriver au plus vite. Tu sais, mettons, vous nagez, puis vous réussissez à faire votre 25 mètres en 25 secondes, je ne sais pas si ça se peut, là, mais peu importe, vous faites ça, et là, vous vous attendez toujours à faire ce 25 mètres-là en 25 secondes. C'est ça la pression qu'on se met à chacun. Et c'est peut-être contre ça qu'on se questionne. Puis on est bien d'accord qu'on a besoin de ressourcement. On est bien d'accord qu'on a besoin de ralentir. Mais on est aussi bien d'accord que ça prend du temps. Et comment vous le trouvez, ce temps-là? Comment vous le cherchez? Moi, cette question-là, je la pose à travers un cours que j'offre de temps en temps. Je demande aux gens, comment est-ce que vous arrivez à le trouver, ce temps-là? La plupart du temps, on lève la main et on me dit, je le mets à l'agenda. C'est la seule façon que je sois capable de le prendre. Je le fais avec quelqu'un d'autre. Ça, c'était une nouvelle stratégie. J'ai dit, c'est intéressant. Parce qu'elle dit, si je prends une entente avec quelqu'un d'autre, ben, je vais le faire. Alors que si je le fais seul, ça se peut que je fasse un peu comme Marie-Josée vous disait, il est 8h moins 10, je peux commencer à travailler tout de suite. Mais c'est sûr que si je m'en vais déjeuner avec des amis, ça va être plus difficile de sauter ce déjeuner-là. Il y a des stratégies pour prendre du temps et il y a aussi des décisions.
Et ça fait partie de l'ordre d'une décision, prendre du temps pour soi. Ça fait partie d'une décision qu'on doit tenir. Puis là, on disait, ouais, mais il faut que l'équipe le fasse avec nous autres. J'ai entendu beaucoup de ça tantôt, puis je me dis, ben oui, mais hey, je vous donne un vieil exemple. Souvenez-vous, il y a des femmes qui ont tiré leur brassière à un moment donné. Hein, il était la pointe du iceberg. Ben, des fois, c'est nous la pointe du iceberg. Des fois, on est obligé de le faire soi-même. Des fois, l'équipe n'est pas toujours là avec nous. Pardon, moi, dans ma vie ordinaire, je suis directrice et j'ai imposé l'heure du dîner. Oui, mais on pourrait travailler. J'espère que mes collègues me regardent. Parce que j'ai entendu beaucoup de oui, mais on pourrait travailler, puis comme ça, on finirait plus tôt. Oui, non. Non. Non, c'est non négociable. On ne peut pas travailler sur l'heure du dîner. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez aller sur votre tablette, si vous voulez aller dehors, si vous voulez aller jaser, je m'en fous. Mais vous ne travaillez pas sur l'heure du dîner. C'est des choses, des fois, il faut les imposer pour que ça fonctionne. Parce que sinon, ça va tomber à l'eau. Quand c'est à l'agenda, on le fait. Quand c'est légèrement, ça fait partie d'un cadre. Il y a quelqu'un qui m'avait sorti aussi, je trouvais ça bien intéressant. Quand vous payez pour faire quelque chose, en général, vous y allez. Fait que si vous voulez prendre du temps pour vous, inscrivez-vous à quelque chose. Parce que vous allez probablement le faire. J'ai 5 minutes, puis je vous ai presque pas montré de photos. Quelle horreur! Je savais que je pouvais partir, hein? Je savais que je pouvais m'énerver. Mais tout ça pour dire que si vous payez, probablement que vous allez y aller. Là, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est des pauses moyennes. Moi, j'appelle ça des pauses moyennes, celles qu'on fait hebdomadairement, mettons. On se dit, on va aller faire de l'aquarelle une fois par semaine. Ou on se dit, on va aller voir un spectacle une fois par mois. Tu sais, on prend des décisions comme ça. Puis, il y a aussi les petites pauses quotidiennes. Et dans le début de mon travail à l'association, on disait aux gens, prenez donc une pause de 5 minutes dans votre tête. Hein? C'est un classique, ça, j'ai dit ça très, très souvent dans ma vie. Prenez une pause de 5 minutes dans votre tête. Ça ne prend pas grand-chose. Personne ne s'en rend compte. Ça se peut que vous le fassiez pendant que je parle, il n'y a pas de problème. Je ne m'en rendrai pas trop compte. Mais il y a des petites pauses, il y a des petits ressourcements, il y a des moyens ressourcements que je dirais plutôt hebdomadaires, mensuels. Hein, vous allez faire du camping toutes les 2 semaines pendant l'été. Puis, il y a les grandes vacances qui, d'après moi, sont les grands ressourcements. C'est intéressant d'avoir de tous ces types-là de ressourcements. Je voulais aussi vous parler qu'il y a une différence entre se reposer et se ressourcer. Ça aussi, ça vient d'une réunion d'équipe. Je regarde quelqu'un qui fait partie de mon équipe, je pense qu'elle était là. Il y a une de nos collègues qui dit « Je me suis reposée, j'ai dormi, je me suis reposée et je suis encore fatiguée. » Elle dit « Conclusion, j'ai besoin de ressourcement. » Juste le repos, c'est pas assez. Fait qu'il y a des moments où on a besoin de faire des choses. On n'a pas nécessairement besoin de dormir. On a, j'allais dire, surtout pas nécessairement besoin d'écouter la télévision. Et j'ai rien contre la télévision, mais vous remarquerez que la télévision, des fois, on l'écoute comme des chips qu'on mange sans s'en rendre compte. Et des fois, on les mange comme des chips qu'on fait. Mais c'est donc bien bon ce que je fais là et ce que je mange là. Fait que je vous invite à différencier ces moments-là parce que savourer, on le sait, c'est un ressourcement définitivement top pour la plupart des gens, être capable de se ressourcer. Et c'est vrai, comme disait ma collègue, et là, parce que j'improvise, hein, parce que ma collègue, tout ce qu'elle vous a dit, j'allais vous le dire. Fait que je suis obligée d'improviser en vous parlant. Mais comme je suis vieille, ça va bien parce que ça fait plusieurs conférences que je donne dans ma vie. Donc, j'allais vous dire une des choses pour se ressourcer, projeter de se ressourcer, faire des choix de se ressourcer. Hein? Se ressourcer. On parlait de se concentrer sur une seule chose. On parlait de, je regarde ton 2 minutes, puis je m'en suis tellement fait piquer que je vais le prendre, je continue un petit peu, je vais finir mes images. Alors, vous avez ici, voir
planifier des choses ensemble. Faire des activités de couple et de famille que vous aimez. Puis là, je ne suis pas capable de revenir, mais j'allais vous dire, rêver des activités ensemble. Ils m'ont demandé, et j'ai répondu, je ne sais pas ce que vous autres vous avez répondu, qu'est-ce qui vous fait du bien? Moi, une des choses qui me fait le plus de bien dans la vie, c'est d'avoir des belles conversations transcendantes. Des moments où je peux rêver, des moments où je peux me dépasser, des moments où je peux me connaître, des moments où je peux découvrir les autres. Ça, moi, c'est mon ressourcement top. On avait nos amis ici, hein? Rire ensemble, avoir du plaisir. Ben, là, Carole, nous autres, on a quelque chose en commun, on aime ça rouler. Fait que je vous dirais que moi, personnellement, prendre mon auto, aller me promener puis découvrir des nouveaux endroits, ça me fait un bien terrible. Ça se peut que vous n'aimiez pas ça, c'est pas tout le monde qui aime faire de la route, mais la plupart des gens aiment la nature. On l'a entendu beaucoup à la nature, puis ça a l'air que juste avoir une plante ici, ça vous fait du bien. Faire de l'activité physique. Je ne veux pas répéter ce que tout le monde a dit, mais effectivement, c'est efficace. On parlait de Sonia Lupien pour le stress. Elle disait une des façons de se débarrasser du stress, c'est de bouger. Elle conseillait aux gens de danser dans leur cuisine, avec une plante, évidemment. Et on vient de pogner 20 de plus. Mais tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas mettre ça de côté. Ceux qui ont des animaux, ceux qui ont des chiens, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, un chien, quand il est stressé, après avoir vécu un moment stressant, il se secoue. Hein? Vous avez l'impression qu'il se secoue comme pour faire partir l'eau, mais ceux qui connaissent les chiens savent que c'est pour faire sortir le stress. C'est un comportement d'apaisement. On sait que les animaux, sur bien des choses, sont un petit peu plus brillants que nous autres. J'ose dire des affaires aujourd'hui, je m'impressionne. Ah, c'est pas bon piton. Alors, ben, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse réfléchir. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous ressource? Comment ça vous ressource? C'est quoi votre rythme à vous autres? Il y en a des sprinteurs dans la salle. Il y en a des gens qui aiment ça courir. Par contre, courir tout le temps, peut-être que ça ne marche pas. Comment est-ce que, êtes-vous de ceux qui allaient lever la main et demander le temps dans vos organisations ou vous êtes de ceux qui allaient encourager les autres qui demandent le temps? Vous êtes d'un type ou d'un autre, mais ce que je vous encourage le plus, c'est d'en prendre du temps pour vous, puis de prendre une stratégie. Puis je laisse tout le temps les gens, je dis toujours en finissant. Dans ce que je vous ai dit, il y a des choses que vous saviez déjà. Il y a probablement des choses que vous saviez, mais que vous ne faites pas. Puis il y a des choses que vous ne saviez pas. Et je vous incite à trouver un ressourcement qui vous fait du bien, que vous allez mettre dans votre assiette dans la semaine qui suit. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je repasse la parole à René, je crois. Merci, Monique. Alors, on va inviter, il y avait une petite vidéo qu'on va vous inviter à aller voir en ligne sur être-bien-dans-sa-tête.ca de Claude, qui est notre mascotte. Et là, on va inviter Alexandra Rioux, qui est notre responsable aux communications, et Suzanne Lemire, qui est sur notre conseil d'administration, à venir vous parler de, je dirais, de l'intergénérationnel comme ressourcement. Je vais Bonjour. La dernière fois que j'ai dû parler devant autant de monde, ça fait 10 ans que j'étais à l'université. Fait que donnez-moi 2-3 minutes là, pour m'ajuster. Ça fait longtemps. Allô, Suzanne? Allô, allô. Est-ce que ça marche, ça? OK. J'étais tellement contente de savoir que j'allais présenter ce petit bout-là aujourd'hui avec Suzanne parce que Suzanne puis moi, je trouve qu'on a vraiment une belle relation. Puis je te l'ai dit tantôt, je trouve qu'on a une belle complicité. Fait que j'étais vraiment contente. Je me suis demandé comment je vais commencer
une présentation pour parler du ressourcement chez les personnes aînées, parce que comme vous pouvez voir, même si j'ai un peu de cheveux blancs, c'est juste de la teinture. Mais ça m'a fait penser à quand j'étais jeune, puis que j'allais chez mes grands-parents. J'avais l'impression que mes grands-parents avaient toujours été vieux. Moi, dans ma tête, je voyais mes grands-parents, puis je me disais, ben, mes grands-parents sont vieux. Ils ont tout le temps été vieux. Puis en vieillissant, je me suis rapprochée d'eux, j'ai pris de la maturité, puis à un moment donné, j'ai eu des conversations un peu plus sérieuses avec eux, puis je me suis rendu compte que, ben non, mes grands-parents ils ont déjà été des adultes, des ados, des enfants. Ils n'ont pas toujours été vieux. Puis cette idée-là qu'on a de la vieillesse, tu sais, ça vient avec la retraite. On a tellement de temps. On a tout le temps du monde pour se ressourcer. Moi, je me demande, Suzanne, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est vrai? Bon, ça dépend, je pense, de l'âge de la vieillesse. On est vieux, on est différents vieux entre 65 ans et 80 ans, puis 80 ans et 90 ans, puis 90 ans et 100 ans. Hein, on n'a pas la même disponibilité de temps. Est-ce qu'on a du temps? Il y a des gens, des fois, il y a des gens qui prennent la retraite très jeunes et on dit qu'ils se sentent désœuvrés, ils s'ennuient. Moi, je trouve d'abord que cette idée d'arrêter de travailler si jeune, sauf pour des métiers peut-être très dangereux, moi, je trouve que ce n'est pas une bonne idée, pas en tout. Je trouve que c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tirent une satisfaction de leur contribution sociale. Et ça se fait en partie par le travail. Autrement, alors ta question, Alexandra, c'est est-ce qu'on a trop de temps? Je ne sais pas qui dit ça. Moi, je ne suis pas une sociologue, je n'ai pas étudié ça, là. Moi, je suis ici uniquement en tant que spécimen de vieille là, qui peut témoigner de sa vie et des personnes qui m'entourent. Non, il n'y a pas de temps. Moi, j'ai 76 ans, je vais avoir 77 bientôt. J'ai pas, enfin, mon temps est très utilisé. Là, tu sais, je ne m'ennuie pas, en tout cas. Je ne m'ennuie pas. C'est sûr que je suis plus maîtresse de mon temps que je l'étais quand j'avais des obligations professionnelles, 5 jours par semaine et parfois plus. Là, je suis maîtresse de mon temps, mais j'ai des choses à faire. J'ai des choses obligatoires à faire, puis j'ai des choix aussi qui me nourrissent ou qui me rechargent ou en tout cas, qui me nourrissent, qui nourrissent ma vie. Est-ce qu'on peut appeler ça une recharge? Peut-être, ça doit, j'imagine. Mais en tout cas, c'est de la nourriture, c'est du nourrissement pour le cœur, pour l'intellect, bon, voilà. Je ne sais pas si ça répond. Je ne sais pas si, est-ce que, qui pense ça que les vieux ont trop de temps, ont tout leur temps? Beaucoup de monde. Oui, ben, c'est ça, sauf les vieux qu'on entend dans la salle. C'est quelque chose, je pense, qu'on entend quand même souvent. Puis c'est une idée un peu, tu sais, je veux dire, même mes parents qui approchent de la retraite me disent souvent, j'ai tellement hâte d'être à la retraite puis d'avoir tout mon temps. OK. Fait qu'on dirait que c'est un peu un stéréotype, je pense, ou tu sais, une idée préconçue que quand on est à la retraite, on a tout le temps du monde. Donc, on a tout le temps pour se ressourcer. Puis ça vient vers ma prochaine question. Tu t'en allais un peu là aussi avec ce que tu me disais. On a plus de temps, oui. Puis tu me dis que ton temps est quand même occupé, mais que tu te sens plus maître de ton temps. Oui. Le temps qui est accordé au ressourcement, ça ressemble à quoi? Bon. C'est ça, je parlais, si on parle de ressourcement et de nourrissement. Bon, quand on a besoin de ressourcement, là, c'est parce ce que j'imagine, là, c'est parce qu'on a beaucoup donné, on est fatigué, on a besoin de se reposer. Je pense que quand on est vieux, il y a des situations aussi comme ça, où on a besoin de ça. Mais comme on est plus maître de notre temps, on peut plus équilibrer nos activités. Peut-être qu'on est moins épuisé que quand on travaille. Alors, je ne sais pas si, est-ce que moi j'appelle ça de la recharge?
pas vraiment. C'est pas tout à fait ça, mon sentiment. C'est plutôt, c'est ça, de la nourriture intellectuelle. On va parler tout à l'heure de ce qui nous, de ce qu'on fait comme pause, là, ou en tout cas comme, bon, j'en ai des activités, mais est-ce que je me décharge, moi, de mon énergie? Moins qu'avant, je pense. Et c'est ça qui fait que la vieillesse est une belle partie de la vie, là. C'est que, en tout cas, moi, j'ai l'impression, c'est ça, de me décharger moins. Alors, j'ai peut-être besoin de moins de recharge. Mais là, peut-être que je vais à l'encontre du message du mouvement, là. Ben, en fait, c'est intéressant parce que tu sais, les expériences sont probablement tout aussi diverses qu'il y a de personnes aînées qui existent. Tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant d'entendre ça. Puis, tu sais, je reviens un peu sur ce que Marie-Josée parlait dans sa présentation quand elle a présenté le bocal d'énergie. Parce que là, tu me dis, je me décharge moins vite, mais je me demande, est-ce que tu te décharges moins vite ou tu te ressources plus ou plus vite? Oui, ça se pourrait. Ça se pourrait. Oui, peut-être que j'ai plus à m'apporter quotidiennement d'activités qui me font plaisir. Oui. Je pense que ça, oui, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose. Oui. Ben, je trouve que c'est une belle image, le bocal d'énergie que Marie-Josée parlait tantôt, puis ça m'a fait penser à ça, ce que tu disais. Puis là, je sais qu'on est un petit peu serré dans le temps, fait que je veux qu'on passe tout de suite à une activité qui est dans le guide qu'on a fait pour la campagne Se ressourcer, qui est la complicité intergénérationnelle. OK. C'est une activité qui vise à ce que deux personnes de générations différentes partagent sur leur zone de recharge. Puis c'est moi qu'il faut que je change ça, hein? Excusez, j'étais comme j'attendais que ça se fasse tout seul, puis non, c'est moi. Puis, tu sais, parmi les bienfaits des activités intergénérationnelles, ben, ça donne l'occasion de créer, renforcer les liens. Ça augmente la confiance en soi, l'estime de soi, ça appuie le développement de l'identité, ça permet d'exprimer sa créativité. Il y a des bienfaits cognitifs, il y a une diminution de l'anxiété, puis ça donne un sentiment d'utilité et de réalisation, ainsi que de contribuer à sa communauté. Puis moi puis Suzanne, dans les 2 dernières semaines, on a fait des petits montages pour présenter l'une à l'autre nos zones de recharge. Fait que, ben ça, c'est l'activité dans le guide que vous pouvez aller consulter sur Internet gratuitement. Mais moi, excuse-moi. Vas-y. De te couper, je ne sais pas si tu veux qu'on passe aux autres pas aux autres, mais en tout cas aux activités de recherche, mais moi, j'ai quelque chose à dire sur l'intergénérationnel. Je vais essayer d'être brève. Là. Ben, c'est correct, je t'écoute. OK. On t'écoute. Ce qu'on voyait à l'écran, là, je trouve que c'est très, très beau, là, que c'est, mais je ne sais pas qui a écrit ça. Je ne sais pas est-ce que c'est à la suite d'observations que quelqu'un a écrit ça, d'études, où on a constaté ça dans notre société ou dans d'autres, que les rapports intergénérationnels apportaient ce genre de choses. Je ne sais pas. C'est une question. Est-ce que c'est observé dans la réalité ou est-ce que ce sont des souhaits? Je ne le sais pas. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que nous, on vit dans une société clivée. C'est vrai que les vieux sont avec les vieux, les jeunes sont avec les jeunes. Ce que je découvre en étant vieille, c'est que les vieux aiment rencontrer les jeunes et aiment les jeunes parce que je pense que les jeunes leur communiquent de l'énergie et les jeunes les renseignent aussi sur quelle est la vie maintenant. Une vie qui est différente de ce que moi j'ai vécu. Et moi, ça m'intéresse de savoir ça. Mais quand on est jeune, en tout cas, quand moi j'étais jeune, les vieux, ça ne m'intéressait pas. Sauf les vieux de ma famille que j'aimais quand même rencontrer, pour qui j'avais de l'amour, de la tendresse. Bon. Alors, mais les autres vieux, ça ne m'intéressait pas. Puis même encore maintenant, moi, les vieux de 90 ans, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais c'est vrai. Bon. Mais
en tout cas, ce que quand on est jeune, quand on est jeune, on ne le sait pas que les vieux ont besoin de nous, que nous, on fait du bien aux vieux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut organiser pour que, pour que les vieux aillent chercher les jeunes. Je pense qu'il faut qu'il y ait un mouvement des vieux vers les jeunes parce que je pense que contrairement à ce qu'on dit, je ne pense pas que les vieux sont si utiles par leur expérience. Pas tant que ça, à mon avis, parce que le monde a changé. Mais les vieux ont quand même, je crois, quelque chose une expérience, en tout cas, du cœur profond et peut-être aussi une expérience de relativité des choses qui peuvent peut-être un peu communiquer aux jeunes. Mais en tout cas, il faut que je pense que les structures sociales s'organisent pour que les vieux aillent chercher les jeunes. Puis les vieux, c'est ça, je pense que les vieux ont de la tendresse à donner aux jeunes. Je pense qu'ils ont de l'amour à donner aux jeunes. Puis ça fait du bien, ça, hein? Ça peut faire, en tout cas. Voilà, c'est ça. Oui. C'est tout. Excuse-moi, Ben non, mais c'est bien correct, puis c'est vraiment intéressant parce que je trouve que ça revient à ce que je disais tantôt, que quand je regardais mes grands-parents, j'ai toujours pensé qu'ils ont toujours été vieux. Puis je pense que si on partait pas avec cette idée-là, puis si, tu sais, même à ça, je veux dire, je viens de les énumérer, tu sais, des bienfaits de la complicité intergénérationnelle, mais il y en a d'autres, tu sais, je les ai pas tout nommés. Puis je pense que justement, d'avoir cette ouverture-là entre nous et de ne pas être autant clivé, comme tu disais, ça a juste des bénéfices. T'sais. Puis comment le faire, ben ça, c'est une toute autre question. Mais regarde, on commence, là, toi puis moi, assez ensemble aujourd'hui. Bon, ben, j'espère qu'on va continuer, hein? Oui, oui, définitivement. Fait que je passe à l'activité que je vous parlais. Puis je vais commencer par, Suzanne, te demander de me présenter tes zones de recharge. Bon, ben alors ça, c'est les ruelles de Montréal. Alors, et moi, je marche dans les ruelles. Moi, j'aime ça. J'ai besoin de ça, en fait, aller dehors tous les jours, puis marcher, puis laisser flotter l'esprit. Ça fait du bien, laisser flotter l'esprit. Alors, je pense que la marche, c'est une activité que bien des gens apprécient. Autrement, ben moi, je suis plutôt... Alors, je suis dans 2 affaires. Pour moi, mes amis, c'est vraiment très, très précieux. Alors, c'est important pour moi de cultiver les liens et de les rencontrer et de faire des choses avec mes amis. Puis autrement, ben, je lis. Et puis, moi, je suis dans les activités culturelles. Alors, ben, j'aime voir ce qui se fait dans les arts vivants. Et donc, j'y vais, je vois, je vais voir, je vais entendre. C'est ça qu'on voit là. Mais c'est ça, c'est beaucoup les ruelles, mes amis, et puis, grosso modo, là, et les arts en général. Ben, c'est pas très loin de moi. Je te présente le mien. Moi, je ne l'ai pas fait à la main, OK? Je l'ai fait sur Canva. Ben oui, c'est sûr. Écoute, j'ai principalement mes 3 chats. Ils sont tellement cute, hein? C'est vraiment mes chats. Ils sont vraiment... Je m'ennuie 2 sur 5 jours, je ne les ai pas vus. Moi, mes zones de recharge, j'ai mis plein de choses, mais moi aussi, voir mes amis, voir ma famille, passer du temps avec les gens que j'aime, ça me recharge, puis ça me remplit. Puis surtout, puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont comprendre ce que je veux dire, les gens qui ne nous déchargent pas. Tu sais, des fois, il y a des contacts sociaux qu'on a l'impression, quand on retourne chez nous, c'est comme « Ah, je suis épuisée, Ben oui, là, ben j'ai oui, besoin ben de temps. oui, ben oui. Ben moi, ces gens-là, proches de moi, qui me rechargent, c'est des relations qui sont vraiment importantes pour moi puis qui me tiennent beaucoup à cœur. Contrairement à Monique et Marie-Josée qui parlaient que se reposer, c'est pas se recharger, j'ai quand même mis dormir parce que moi, ça me recharge, dormir, j'adore dormir. Lire, je suis en train de lire à Cotard en ce moment, c'est excellent. Jouer aux jeux vidéo, que j'ai mis d'autres, faire du diamond painting, que c'est le fun, ça met le cerveau à off, j'adore ça. Je ne sais pas si tu sais quoi. Non, je ne connais pas ça. C'est comme la peinture à numéro, mais c'est des petits diamants que tu colles, puis ça fait comme un dessin à la fin. Ah bon, mais est-ce que c'est manuel ou c'est à l'écran? Non, c'est manuel. Tu les colles comme ça, puis j'adore faire ça, c'est tellement le Tu fun. me montreras ça. Et jouer aux jeux vidéo, je l'ai dit. Le dernier et non le moindre que je vais nommer une fois et on n'y revient pas, c'est mon groupe préféré, Sleep Token. Mes collègues sont tannés d'en entendre parler, je m'excuse.
La musique, en général, j'adore la musique. C'est quelque chose qui me recharge vraiment. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'on n'est pas si loin. Moi, j'ai Ben pas non, mis, ben j'ai non, pas ben mis non. marcher. Moi, je marchais, tu sais. Sur mon profil Tinder, ma première phrase, c'est « Je veux pas aller hiker ». Ça te donne une Ah bon, idée. OK, c'est OK, comment d'accord, c'est ça, d'accord, tu OK. sais. OK. Mais Mais physiquement, qu'est-ce que tu fais? physiquement, ben, l'été, je joue à la balle donnée. La balle donnée? Oui, c'est comme la balle molle, Ah bon. mais en tout cas, la balle donnée dans une équipe féminine, c'est vraiment le fun. Puis l'hiver, ben moi, je suis comme un ours qui hiberne, fait que je sors pas ben de la maison. OK. Je me ressource dans mon confort chez moi. Ah bon, mais la balle donnée, ça fait du bien, ça? Ben oui, une fois par semaine quand même, ça fait du bien. OK. Mais tu sais, on a plein de trucs différents, on a plein de trucs semblables. La lecture, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ressource beaucoup de monde. Oui, probablement, hein, probablement. Puis ça me fait penser, tu es dans un club de lecture. Oui. Je peux-tu me joindre? Ah non! Ben non, mais peut-être. On en reparle. Ah bon, OK, OK. Mais c'est ça. Tu sais, je trouve que c'est vraiment le fun de voir les trucs qu'on a en commun, les trucs qui sont différents, puis peu importe l'âge qu'on a, tu sais. Fait que bref, c'est une des. Je sais qu'on est serré dans le temps, puis je vois Joséphine qui est comme ça. OK, OK. Fait que dans le guide d'activités, il y a plein d'activités intergénérationnelles, des activités pour les personnes aînées, pour ben, tous les gens, tous les milieux de travail, tout le monde. Fait que je vous invite à aller le consulter sur notre site, évidemment. Puis merci, Suzanne. Mais ce que je voudrais dire en terminant, c'est que toi, tu m'as déjà dit que ce qui t'intéresse, c'était de rencontrer les gens, de les connaître, hein, savoir ce qu'ils pensent. Ben moi, c'est pareil. Puis moi, c'est comme ça pour toi. Suzanne. Merci. Nous allons terminer. Je vous invite aujourd'hui, Sleep Token va sortir une nouvelle tune. Et elle n'a pas écouté parce que c'est un projet à faire avec une de ses amies ce soir. Mais moi, j'ai été les écouter hier soir pour la première fois. Fait que c'était de l'intergénérationnel. Pour terminer, mais tout change tout le temps. Je demanderais à toutes les personnes qui ont contribué à la campagne de s'en venir avec nous en avant. Parce que j'ai besoin de vous, de votre chaleur humaine, de le conseil d'administration, les membres de l'équipe, les comités consultatifs. Tu étais, oui, il me semble, tu as travaillé avec nous. Daisy, tu peux venir avec nous, tu travailles avec nous tout le temps. Isabelle, tu es avec nous. Les bénévoles, à vrai dire, tout le monde qui est dans la salle, nos membres, tout le monde qui est dans la salle, nos partenaires, venez-vous-en tous en avant. J'ai l'impression que vous allez juste changer de place pour montrer que c'est ensemble qu'on fait les choses. Puis je voudrais terminer là-dessus parce que, ben, viens-t'en, on est des partenaires, mais là, je ferais venir tout le monde. Puis on a notre partenaire Santé publique de Montréal, viens-t'en avec nous. Puis je pense qu'il y a des personnes que, oui, celles qui nous préparent nos envois postaux, c'est ça. Alors, je vais terminer avec vous un pas. Je vous invite à faire un pas. Un pas pour, on va aller manger ensemble, un pas pour vous ressourcer, un pas pour nous ressourcer ensemble. Et on a d'autant plus de besoin qu'on est dans un grand moment de bouleversement social. Fait qu'on a besoin d'être ensemble, on a besoin de se recharger, on a besoin de se ressourcer. On a travaillé beaucoup avec, à faire des entrevues. Mélissa Généreux, qui est médecin de la santé publique à Sherbrooke, a fait beaucoup d'entrevues pour le mouvement. Et on sait que le vivant est important pour se recharger, autant la nature que les liens humains. Fait que les liens humains font partie du vivant. Et avoir des zones de recharge, ça élargit notre champ de vision, ça nous permet de voir autrement, ça nous permet d'aborder des choses différemment. Fait que c'est jamais du temps perdu,
c'est du temps qui va nous permettre de transformer les choses, d'agir, d'être ensemble. Et les salutations à nos zones de recherche quotidiennes. Je voulais finir avec une phrase d'Émile Proulx-Cloutier qui dit « Pensez la joie comme forme de résistance ». Je trouve ça magnifique. Et qui dit que peut-être qu'actuellement, on a besoin de débusquer la beauté, la tirer de sa cachette et la sortir de sa cachette. C'est des petits moments dont on a besoin. Et Anaïs Barbeau-Lavalette qui dit « Voir les petits miracles ordinaires ». Alors, je vous invite à promouvoir les pauses au travail, à aller soutenir le projet de loi qui s'en vient sur la déconnexion, à aller signer le manifeste de l'Association de la santé publique du Québec sur ralentir, à ralentir pour prendre soin de notre planète et pour consommer autrement, et à se connecter au vivant. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. Tous nos outils sont en ligne, des vidéos qu'on vous a présentées et d'autres, un webinaire, et partagez, 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 faites connaître, et merci profondément d'avoir été là. Merci à vous.